Il nous apprendra qu'il a eu affaire à des terroristes, à des truands de grande envergure, des braqueurs de fourgons, des braqueurs de banques, de bijouterie, des bandes armées qui circulaient avec des kalachnikovs dans leurs véhicules. Mesdames, Messieurs, je reçois Tom Dufour, détective privé international, qui nous présente The French Detective. Cette série retrace sa carrière professionnelle qui l'a amené à devenir détective privé. Je vais le suivre avec vous depuis ses premiers pas lorsqu'il était dans les unités spéciales de la police. Il nous apprendra qu'il a eu affaire à des terroristes, à des truands de grande envergure, des braqueurs de fourgons, des braqueurs de banques, de bijouterie, des bandes armées qui circulaient avec des kalachnikovs dans leurs véhicules, des dealers internationaux. Cerise sur le gâteau, vous avez été arrêté par des collègues policiers en uniforme plus d'une fois. Vous avez été braqué d'une arme dans le dos par un truand lors d'une remise de rançon. Vous avez transporté à maintes reprises des sommes considérables pour obtenir la libération d'otages. Des histoires hallucinantes que nous allons suivre saison après saison, épisode après épisode. À la fin de chaque récit, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un débriefing qui fait partie du making of. Je vous reçois à l'occasion de la mise en ligne du site thefrenchdetective.com. Vous êtes The French Detective. Vous êtes détective privé international actif dans le monde entier. Et vous êtes en mesure de produire de l'information sur moi, sur eux, sur tout le monde. Éclairez-nous sur cette profession méconnue. Être détective privé, de nos jours, c'est quoi? Parce que moi, c'est la première fois que j'en rencontre un. Ouais, bonne question, hein. Pour être un bon détective privé, il faut être un bon observateur, il faut être patient, calme, réfléchi, pondéré, mais surtout factuel. Ne pas inventer, ne pas avoir d'a priori. Et puis, il faut travailler les différentes techniques. Ça, je vais vous l'apprendre. Pour les appliquer, vous manipulez vos appareils de prise de vue comme si vous preniez votre cible en photo. Et le but est de ne pas être remarqué. Alors la bonne approche est de se regarder dans un miroir, comme le ferait un danseur, un mime ou un magicien. Bon, après, j'ai essayé pour le tennis. Non, ça, j'ai explosé le miroir à chaque coup, là. Les clients du détective privé sont très divers. Il y a des bureaux d'avocats, des compagnies d'assurance, des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de patrimoine, que l'on appelle aussi des family office, des entreprises. Vous, le preneur de son, le caméraman. Il n'y a pas de routine dans ce métier. On ne sait pas le matin ce que la journée nous réserve. Le détective privé est derrière son ordinateur. Il peut être sur le terrain à discuter avec des témoins pour faire avancer son enquête, à discuter avec des personnes intéressantes, être en filature sur les routes, en voiture, en vélo, à pied. Je n'ai plus les pouvoirs que j'avais lorsque j'étais dans la police. Et j'ai une très grande liberté. Je me souviens d'un mandat où ma cible s'est soudain rendue à l'aéroport et partait pour Londres. Là, aucun problème pour moi. J'ai acheté un billet. Si j'avais été dans la police, il fallait que je remplisse des documents, il fallait que j'obtienne l'accord du juge, éventuellement une commission rogatoire. Là, sans aucun problème, j'ai pris mon billet et je suis monté dans le même avion. Vous réalisez des enquêtes d'adultère, bien sûr, des recherches de personnes, des enquêtes prématrimoniales afin de voir si le gendre si parfait est réellement ce qu'il prétend, des recherches d'actifs financiers, de l'espionnage industriel. Très présent dans l'automobile, me disiez-vous. Votre univers représente une véritable bible du métier de détective privé et d'agent de renseignement. Et vous avez sillonné les 5 continents à la recherche de ces renseignements. Dans la première partie de votre carrière, vous avez opéré des filatures sur des cibles très méfiantes et souvent dangereuses, majoritairement des terroristes. Au cours de vos récits, vous allez nous expliquer les techniques sophistiquées que vous utilisez, les difficultés rencontrées, le stress qui plane en permanence lors de vos missions.
stress positif, je tiens à le préciser. Cela a plus à voir avec de la concentration. Nous sommes dans ces groupes une assemblée de spécialistes. Je vous enseignerai d'ailleurs les termes qui se veulent fédérateurs des codes et des usages de la profession. Vous allez retrouver tout ce qui se rapporte au métier du renseignement. Prioritairement, le renseignement de terrain. Ensuite, vous aurez les dessous de l'affaire, que vous avez intitulé « Making of », les remous de l'histoire. Vous allez être servi. N'avez-vous pas la crainte de former la concurrence, de vous tirer une balle dans le pied en somme? Vous savez, si les flics ou les détectives privés se font repérer, s'ils ne travaillent pas de manière professionnelle, c'est toute la profession qui va en pâtir. On va nous prendre pour des rigolos, ce qui est déjà parfois le cas dans certains pays en ce qui concerne le détective privé. En préparation de l'émission, vous m'aviez raconté une anecdote qui tient plus du magicien que du détective privé. Mais oui, chaque fois que je remets mon rapport à un client, mon mandant, selon les termes consacrés par la profession, il est toujours très surpris en voyant mes photos. Enfin, c'est incroyable, il vous voit là. Et je confirme. C'est également ce que j'ai pensé en voyant les photos que vous avez prises de moi à mon insu, après notre première rencontre, mais aussi en parcourant de FrenchDetective.com. Surtout quand vous suivez la même personne seule pendant plusieurs mois. Vous me disiez en préparation qu'il y a de plus en plus de femmes qui vous contactent à la recherche d'un travail dans le monde de l'enquête de terrain. C'est une tendance. Ouais, ce métier a autant besoin d'hommes que de femmes. Et c'est plus qu'une tendance. C'est une nécessité. Je peux vous dire d'expérience qu'en chaque femme, il y a un détective qui sommeille. Lorsque je reçois une demande émanant d'une femme, c'est presque un dossier, une amorce d'enquête que je reçois, qui est déjà très bien étoffée, et je peux vous l'affirmer. Pour ceux que cette profession intéresse, ils découvriront progressivement, au fil des saisons, toute la complexité de ce métier. Cela va permettre aux followers d'évoluer étape par étape jusqu'à devenir autonomes, s'ils veulent devenir un jour détectives privés. On est toujours à la recherche de bons éléments. Toi, par exemple. Et puis, comme vous pouvez le constater, j'ai atteint la limite d'âge. Il est temps de passer le flambeau à une nouvelle génération. Mais pour cela, il faut que je transmette mon savoir. Ce métier demande beaucoup d'énergie, d'endurance, de réactivité. Pour prêcher pour ma paroisse, sachez toutefois qu'on dit qu'un bon détective est un vieux détective. Bah, plus tard je superviserai, je laisserai le soin aux jeunes de courir à travers le monde. L'idée, au travers de ce site, ce French Detective, c'est de changer l'image de marque du détective, de monter le niveau de performance. Je sais que je suis souvent copié, pour revenir à votre question, mais tant mieux, parce que comme ça le travail sera bien fait. Je prends l'exemple d'une mère divorcée qui vient vous dire qu'elle est inquiète parce que sa fille part pour la première fois seule avec son ex, le père. Il n'est pas question à ce moment-là d'effrayer la petite qui va dire « Dis donc papa, il y a toujours le même monsieur qui nous suit ». Pourriez-vous nous donner un aperçu de vos carnets secrets? Est-ce qu'il y a un élément que vous pourriez nous dévoiler en avant-première? Un scoop, hein? Vous aimez ça? Il ne faut pas s'imaginer que toutes les missions sont des missions à risque ou avec des actions très physiques, comme sauter sur un train depuis un hélicoptère. Non, parfois, c'est un élément précis qui nous manque dans une enquête et que je vais apporter au dossier. Voici un exemple. Un jour, je suis une personne qui descend au Sofitel, vous savez, la chaîne d'hôtels. Le soir même, elle rencontre un inconnu au bar. Il est trempé et je conclus qu'il est venu à pied. Je dois absolument savoir qui est cet inconnu. Je prends des photos, je les envoie à la direction des opérations pour confirmation de son identité. Mais personne ne le connaît. Il faut préciser qu'à l'époque, il n'y a pas encore les moyens techniques de reconnaissance faciale que nous avons de nos jours. Au bar, ça boit, ça discute, j'entends des bribes de phrases. Certains éléments sont intéressants pour ma hiérarchie. À un moment donné, le gars se rend aux toilettes. J'attends un peu et je m'y rends à mon tour.
Nous ne sommes que deux dans ces toilettes. C'est ce que j'espérais. Je prends mon téléphone portable et je branche le Bluetooth. Un appareil apparaît et il s'inscrit iPhone de Patrick. Sans que le gars me voie, je ressors et je transmets à ma hiérarchie. L'inconnu s'appelle Patrick. Je reçois un retour positif. C'est tout bon, tu peux quitter les lieux. J'apprendrai en rentrant au bureau qu'il connaissait effectivement un certain Patrick, mais n'avait jamais pu mettre de visage sur ce prénom. À présent que c'est fait, la boucle est bouclée, me dit-on. Vous allez me dire, j'aurais pu le suivre à la fin de la rencontre. Je tiens à préciser que nous sommes dans une enquête délicate où les protagonistes sont des méfiants et le suivre seul n'est absolument pas recommandé. Ce genre de personnage doit être pris en filature par toute une équipe. Voilà, c'est un exemple. C'est tentant. J'ai toujours rêvé d'entrer dans des films noirs, d'enquêter sur les traces des légendes comme Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Tom Dufour. Par contre, je prends conscience que le téléphone mobile peut être traître. Moralité, soyez prudents. Je vais commencer à me méfier quand je viens vous voir. On va suivre à présent votre premier récit, le premier des carnets secrets que vous avez intitulé « À la poursuite d'une Ferrari » et on se retrouve ensuite pour le débriefing.